Salut, c'est Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, un des meilleurs bouquins que j'ai jamais lu de ma vie, un site extraordinaire. Et en plus, on va parler de plein de gens, de Jacques Chirac, de Jean-Luc Mélenchon, de Tatiana Ventose, de Dorian Chandelier. Bref, on va parler d'utilitarisme. Aujourd'hui, on va parler d'utilitarisme. L'utilitarisme, comme son nom l'indique, ce sont des gens qui se focalisent sur ce qui est utile. Donc c'est un courant de pensée extrêmement ancien, qui a plusieurs siècles, puisqu'il remonterait jusqu'à Épicure. Donc on peut même commencer à compter en millénaires. En gros, pour faire simple, un utilitariste typique, quand il voit une loi, une mesure, il se demande si... Est-ce que dans une société, telle ou telle loi, elle est efficace? Est-ce qu'elle permet de rendre la vie meilleure? Est-ce qu'elle permet d'améliorer les conditions de vie de la communauté en général? Voilà, l'utilitarisme, c'est une doctrine basée sur la maximisation du bien-être collectif, entendue comme la somme ou la moyenne du bien-être général. Bon, en gros, un utilitariste, ça se demande si... Est-ce qu'une loi est utile? Est-ce qu'une loi est efficace? Eh ben déjà, la moyenne et la médiane, mais c'est pas du tout la même chose. Mais en fait, ça n'a rien à voir, la moyenne et la médiane. On peut se dire comme ça autour de la machine à café, oh c'est bon, c'est pas grave, c'est à peu près la même chose, ce qui compte c'est l'intérêt général. Mais pas du tout. Selon qu'on prend la moyenne ou la médiane comme référentiel, mais on va arriver à des conclusions politiques, puisque là on parle de politique, complètement différentes. Donc en fait, c'est pas du tout un détail. Et ça, mais c'est quelque chose qui renvoie à une des énièmes contradictions du progressisme. On en avait déjà parlé dans la vidéo Hypnose et démocratie première partie à la fin. C'est comment est-ce qu'on va choisir, quel est le critère qu'on va prendre, moyenne ou médiane. Et là, bon, en général, une espèce de flou artistique qui est normal puisqu'il s'agit ni plus ni moins de langage hypnotique. Donc par définition, langage hypnotique, quand on dit mais qu'est-ce que tu veux dire spécifiquement, il n'y a plus personne. Donc voilà, donc en fait ça va nous amener à plusieurs types d'utilitarisme. Vous allez avoir l'utilitarisme de Bentham, qui est considéré par beaucoup comme un des pères de ce courant de pensée. Vous allez avoir l'utilitarisme nashien, l'équilibre de Nash, le fameux mathématicien Nash. Donc justement, l'équilibre de Nash, ça vous dit en gros que dans un système, que ce soit un parti politique, une société, un corps humain, etc., une association, j'en sais rien, dans un système, vous avez plusieurs points d'équilibre qui font que ce système est pérenne et peut durer dans le temps. Par exemple, je peux continuer à vivre avec un petit corps tout maigre, tout blanc comme ça, et vivre jusqu'à 80 ans. C'est pas un problème, c'est viable d'un certain point de vue. Je peux être une espèce d'énorme bodybuilder, machin, et pareil, vivre une vie longue, et je peux aussi avoir un physique, disons, plus moyen. Ce sont différents points d'équilibre d'un système. Donc ça vous montre bien qu'il n'y a pas un seul point d'équilibre, mais plusieurs points d'équilibre qui permettent à un système de perdurer dans le temps. Et donc du coup, quand on parle de l'intérêt général, en fait, c'est une tournure hypnotique trompeuse, parce qu'avec le L apostrophe, l'intérêt général, on présuppose qu'il n'y en a qu'un seul. Mais en fait, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Donc la question, ça devient l'intérêt général de qui? Et on essaie de le passer comme ça sous le seuil de conscience, et sans jamais justement mentionner cette pluralité possible des intérêts généraux. C'est-à-dire quand on dit l'intérêt général, c'est l'intérêt général que je dis, ça va de soi, puisque c'est moi qui l'ai. Donc de base, on se place du côté du bien avec l'autre qui, on sous-entend qu'il ne serait pas de ce côté-là, alors qu'en réalité, si vous regardez bien les différents affrontements, la plupart des gens ont tous envie, par exemple dans la société, que la société continue. Genre je connais personne qui dit moi je suis pour la destruction totale de la vie sur le territoire, mais il s'agit en réalité de plusieurs schémas d'équilibre, de plusieurs points d'équilibre de Nash qui s'affrontent. Mais naturellement, dès que comme ça vous entendrez l'intérêt général, vous aurez un petit warning qui dit l'intérêt général de qui, j'espère. Alors, derrière toute forme d'utilitarisme, enfin pas vraiment toute, mais là je vais dire toute pour simplifier pour la vidéo, derrière toute forme d'utilitarisme, on va retrouver ce qu'on appelle le constructivisme. Le constructivisme, c'est une autre forme de pensée, une autre philosophie, avec laquelle on va retrouver des penseurs, justement des penseurs comme Bentham, encore lui, John Stuart Mill par exemple,
Et c'est une forme de pensée constructiviste qui considère qu'il faut construire une société, voilà, que la société ne sera pas toute seule et qu'il y a quelque chose à faire de l'ordre de la construction. Alors ça, pour moi, ça pose deux principales questions dans le constructivisme. La première, c'est, là encore, le choix du critère. On va retrouver quelque chose d'assez similaire à ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire, quel est le critère? Est-ce que c'est le plaisir? Est-ce que c'est du plus grand nombre? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est un sentiment de félicité? Est-ce que, justement, au nom de ce qui est utile pour le plus grand nombre et d'une forme de constructivisme, on peut brancher les gens, comme dans Matrix, vous savez, sur des espèces de cuves comme ça, avec leur système nerveux, avec des électrodes, comme ça, dans une espèce de plaisir et de félicité permanente? C'est-à-dire, est-ce qu'il est éthique, pour le coup, de faire en sorte que tout le monde soit perdu comme ça dans une transe hypnotique d'identification à ses émotions ou à ses sensations corporelles, mais ne soit plus pour se faire dans la vie réelle? Pour moi, ça va pas du tout de soi. Et c'est vrai que là encore, les constructivistes se disent « Oh c'est bon, tout le monde veut le plaisir ». Oui, mais le plaisir, ou la joie, ou la félicité, ou le bonheur, c'est pas pareil. Tout ça, c'est pas pareil. Et ça dénote quelque part d'une certaine forme de prise de pouvoir sur autrui via un langage hypnotique. Puisque les gens qui se disent « Moi, je veux le bonheur » vont dire « Ah oui, tout à fait », la joie vont dire « Ah oui, tout à fait », puisqu'on ne spécifie pas l'index de référence. En fait, on ne sait pas de quoi on parle, on est totalement en plein maelstrom de langage hypnotique. Ça va plus être une espèce de justification globalement en carton-pâte et pas très bien faite. Le constructivisme, c'est ni plus ni moins une forme de paternalisme, c'est-à-dire que c'est créé pour les autres, c'est moi qui vais créer pour toi la société que je pense être bonne pour toi d'après mon point de vue. Donc il y a une espèce de prise de pouvoir sur le psychisme de l'autre qui ne se dit pas vraiment puisqu'elle se planque derrière le masque de l'intérêt général, du bien commun et de l'utilitarisme. Voilà. Donc un des buts pour moi ici, c'est d'essayer de vous entraîner le cerveau pour que dès que vous voyez ce genre de choses, vous ayez un warning, vous dites attends, là il y a une prise de pouvoir hypnotique quelque part. Alors tout ça, ça va nous poser deux grandes questions, deux gros problèmes. Ou alors, je reconnais que l'autre est réellement un autre, ce que j'appelle altérité dans mes vidéos. C'est-à-dire que l'autre a des stratégies différentes, des besoins, des valeurs différentes, etc. Bref, que c'est un autre, en fait, et qu'il n'est pas là pour me servir. Et dans ces cas-là, mais alors si jamais l'autre est un autre, au nom de quoi est-ce qu'un individu déciderait pour d'autres, ou de quel droit N individus déciderait pour un autre groupe d'individus, puisque en plus on a vu que les différentes justifications, que ce soit la démocratie, l'intérêt général, le bien commun, etc., en fait ne résistent pas à l'examen et ne sont que des espèces d'énormes, ce qu'on va appeler des vortex sémantiques. Hein. Un vortex sémantique, c'est quelque chose comme ça qui t'aspire la conscience, qui t'aspire ton énergie psychique. Vous aviez le biologiste Henri Laborie qui disait que le langage en fait était une espèce d'extension de la sphère de contrôle et servait à augmenter l'espace de gratification de l'individu. Bon, on peut être d'accord ou pas d'accord, on peut en discuter, mais n'empêche qu'il y a incontestablement dans le langage, vous avez Chomsky aussi qui va mal travailler là-dessus, une espèce d'extension de la sphère de contrôle. Mais si ça n'est que ça et que ça n'a pas de légitimité dans le fond, il y a quand même vraiment du coup un problème avec le constructivisme et avec l'utilitarisme. Ou alors on postule que qu'on a tous la même vision du bien, de l'idéal. Moi je veux bien, mais enfin on rejoint directement la vidéo sur les mythes, les mythologies et civilisations, c'est-à-dire que ok, on va postuler qu'on a tous la même vision du mythe. Bon, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde pense comme moi, l'idéal, on a le même. Bon, alors ça revient un petit peu à... Ah si tout le monde faisait comme moi, et le monde irait super bien, parce que, voyez-vous, je me regarde tout le temps le nombril, et j'aime ça, et du coup, si tout le monde était comme moi, ce serait un monde merveilleux. Et puis surtout, ça marche pas, parce que dans la vraie vie, non, on n'a pas tous la même vision du mythe et de l'idéal, c'est juste le réel en fait, et plus on monte en termes de millions de gens, plus il va y avoir des gens qui pensent simplement pas comme nous. Et dans ces cas-là, comme notre mythe se retrouve emmerdé par le réel, fichu réel encore lui, logiquement, dans ces cas-là, beaucoup de gens vont réagir comme des rats de laborie, par de la violence. C'est méprisant ce que vous dites. Oui, c'est méprisant. C'est méprisant à l'égard de leur Oui, madame. D'ailleurs, je vous recommande chaleureusement un lien absolument génial
Ce sont des gars qui ont fait une espèce de petit site comme ça où vous pouvez vous initier de façon assez complète à ce qu'on appelle le dilemme des prisonniers. Je vais pas revenir sur ce que c'est que le dilemme de prisonniers, j'ai pas l'élan là de vous raconter ce que c'est, mais en gros pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez aller voir sur internet, il y a plein de vidéos qui vous expliqueront ce que c'est ici, il n'y a pas de problème, mais sinon, c'est simplement une modélisation mathématique des différentes stratégies de coopération, trahison entre êtres humains ou entre systèmes. Hein. Et là, ils ont fait, mais c'est un petit bijou. Vous ne connaissez pas, à la limite, allez justement, ils vont tout vous expliquer. Ils vont vous prendre par la main pour vous expliquer ce que c'est avec une clarté absolument remarquable. C'est un des sites les mieux fichus que j'ai vu depuis au moins une bonne année facilement. C'est vraiment remarquable ce qu'ils ont fait, ces gars-là. Voilà. Le dilemme des prisonniers, ça renvoie à la théorie des jeux. C'est pas exactement la même chose. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire Hamilton, vous pouvez lire Axelrod, vous pouvez lire von Neumann. Il y a plein de gens qui ont écrit des trucs formidables là-dessus. Peut-être je vous conseillerais d'autres bouquins. Bah d'ailleurs, tiens, oui. Je vais vous conseiller, tiens. Je vais vous conseiller ça. Ça, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie sur le sujet. Il est dans mon top 3 des livres avec René Girard. Je l'ai lu je crois peut-être au début des années 2000, quelque chose comme ça. À l'époque, j'étais tout jeune étudiant, il m'a fait décoller. Ça parle justement de théorie des jeux, ça parle de dilemme des prisonniers, ça s'appelle Les aléas de la raison. Du mathématicien bulgare, je crois, Laszlo Mero. Voilà, ça reprend pas mal de choses que vous trouvez sur ce site. Ça va même un petit peu plus loin. Vous retrouverez plein d'éléments de transrationalité. C'est un des premiers auteurs qui m'a fait appréhender un petit peu le transrationnel. Voilà, je vous le recommande chaleureusement. Les aléas de la raison de Laszlo Mero. Donc là c'est absolument génial, vous pouvez choisir donc justement à chaque tour les proportions de personnes qui vont trahir, les personnes qui vont coopérer, j'en avais parlé dans la vidéo sur le socialisme, vous pouvez en gros plus ou moins choisir le nombre de collaborateurs inconditionnels, collaborateurs prosociaux, d'individualistes forcenés, vous pouvez choisir aussi le nombre d'interactions qu'ils vont avoir, parce que c'est pas du tout les mêmes stratégies qui sont gagnantes à court terme, à moyen terme, à long terme, pour soi, pour les autres, et vous pouvez vraiment faire des simulations avec ça, vous pouvez vraiment jouer. Alors là par exemple, voilà, on peut décider qu'on va mettre que des gentils collaborateurs prosociaux, puis on va mettre peut-être un fumiste, voilà, un individualiste forcené au milieu, on va voir qu'est-ce qui se passe au bout de, je sais pas, 5 tours, 10 tours, et puis on va pouvoir évaluer, on va essayer de comprendre ça de manière dynamique. Et l'avantage vraiment de ce formidable site, c'est que vous pouvez le voir, c'est intuitif, même un adolescent de 12 ans, il peut comprendre ce que c'est que le dilemme des prisonniers. Et surtout, on va enfin pouvoir avoir un outil qui permet d'expliquer facilement et simplement que les choses sont plus compliquées que des stratégies pures. On ne peut pas dire, moi je, tout le temps. Il n'y a rien de pire qu'une stratégie pure. Les stratégies pures, en général, ça perd de façon assez récurrente et redondante dans la vie, dans le dilemme des prisonniers. Les gens qui disent « je coopérerai toujours, je trahirai toujours » sont en général ceux qui se font le plus facilement avoir et qui se font le plus vite éliminer dans ce genre de jeu. En gros, souvent. Voilà, j'avais vraiment promis à un internaute que je lui ferais une vidéo qui expliquait, parce que j'avais dit, je crois, dans un des commentaires il y a une petite année, que non, la meilleure stratégie dans le dilemme des prisonniers, ça n'était pas la stratégie qui consiste à collaborer d'abord, puis à faire ensuite ce que l'autre nous a fait. Je ne vais pas faire une vidéo finalement sur le dilemme des prisonniers comme je lui avais dit que je ferais. Désolé, je ne vais pas tenir ma promesse. Mais par contre, donc voilà, vous avez sur ce site et dans l'ouvrage de Laszlo Mero que je vous ai montré, vous avez en fait tous les éléments d'en réponse. Donc du coup, ben voilà, je ne tiens pas ma promesse, mais je tiens le fond de ma promesse. C'est-à-dire que je te donne un endroit où tu peux avoir ces informations. Voilà. J'aurais bien voulu le faire, mais en fait en le faisant à chaque fois ça me gonflait, je perdais toute joie, et c'est très important pour moi d'avoir de la joie à faire ces vidéos, donc ça n'est pas parce que j'ai promis que je vais le faire pour autant. Je ne me laisserai jamais manipuler. Ce qui est intéressant quand on commence à aborder le dilemme des prisonniers, d'un point de vue rationnel déjà, et a fortiori d'un point de vue transrationnel, c'est que cela torpille littéralement l'apodictique kantien, les fameux impératifs catégoriques. L'impératif, les impératifs catégoriques kantiens, je ne sais pas pourquoi on retient l'impératif catégorique kantien alors qu'il y en a plusieurs, des impératifs catégoriques de Kant. Vous avez le fait de ne jamais utiliser un autre être humain comme un moyen, mais de toujours de voir l'autre, l'altérité, comme une fin. Ça rejoint un petit peu le principe d'altérité dont je vous parle. À la limite, celui-là, j'ai pas grand-chose à en dire, même si, par définition, le dilemme des prisonniers nous enseigne que dès qu'on est dans une stratégie pure et qu'on a donc un jamais ou un toujours, eh ben, ça mérite d'être réfléchi un petit peu, donc ça rejoint aussi ce qu'on disait dans la précédente vidéo sur le transrationnel, et que le fait qu'on peut peut-être s'autoriser à penser au-delà de la logique sacrificielle.
Mais c'est surtout l'impératif catégorique le plus connu, moi, qui va m'intéresser, c'est le fameux « agis en faisant en sorte que ton action soit universalisable ». C'est-à-dire, fais en sorte que ton action, si tout le monde faisait ce que tu fais, il faudrait que ça puisse tenir debout. Eh ben en fait, non. Et non, en fait, c'est juste simplement ridicule. Ridicule. Alors, sauf que justement, Kant va se faire torpiller, parce que dans le livre, Laszlo Mero, justement, raconte une histoire très intéressante que je m'en vais vous narrer. C'est l'histoire d'un magazine hongrois qui avait fait un concours. Le concours, donc il y avait une bonne somme d'argent à gagner. Et le concours était le suivant. Chaque personne pouvait jouer une seule fois, et chacun pouvait choisir un chiffre ou un nombre. Le gagnant du prix était celui qui choisissait le plus petit nombre que personne d'autre n'avait également choisi. C'est intéressant d'ailleurs que personne d'autre n'avait également choisi, parce que ça renvoie directement à la notion de conflit mimétique. En gros, c'est quelle est la personne qui a choisi un nombre où personne d'autre ne l'a choisi, donc où il n'y a pas de conflit mimétique. Et là, bon, c'est un concours dans un magazine, hein. Les mecs avaient fait des simulations informatiques, etc., pour essayer de deviner, parce que ça s'adressait à des gens qui étaient des informaticiens, des mathématiciens, des gens qui avaient l'habitude de faire comme ça des algorithmes pour résoudre ce genre de problème. Mais là, je vous demanderais d'imaginer ce concours, mais à l'échelle de la survie de l'espèce. Déjà, parce que ça rend les choses un peu plus intéressantes, puisqu'on utilise le dilemme des prisonniers, on l'utilise, et la théorie des jeux, on s'en sert pour modéliser les comportements de reproduction, de sélection, d'affrontement aussi entre espèces, entre individus de la même espèce. Hein. Donc c'est vraiment un modèle qui s'applique très très bien à la biologie aussi. Et donc du coup, à partir du moment où il y a un gagnant comme ça, qui est seul sur son choix de chiffres ou de nombres, et où il n'y a personne d'autre, donc il n'y a pas de rivalité mimétique, comme il n'a pas de rival sur son terrain, vous pouvez prendre ça comme une métaphore. Ce serait comme si un individu, une forme de vie par exemple, dépendait d'une ressource. Si jamais par exemple si jamais moi je bois de l'eau, et que il y a 90 autres espèces qui boivent aussi de l'eau, on est en concurrence pour avoir de l'eau, donc on va se foutre sur la gueule, donc on a moins de chances de survivre. Or si jamais, je ne sais pas, moi je me nourris exclusivement de, je ne sais pas, de déjection d'un autre animal, machin, mais que je suis le seul à, et j'ai en permanence un festin, et donc je vais avoir abondance et avoir un énorme avantage reproductif. Est-ce que tu comptes manger ça? Non, je n'en ai pas l'intention. Et tu le permets? Donc ça veut dire que le gagnant comme ça, à partir du moment où il était seul sur son endroit, hein, j'en sais rien, je choisis le chiffre, je sais pas, 17, personne d'autre a pensé au 17, bon c'est moi, hop, à partir de là, je suis seul sur ma ressource, je vais me reproduire, hein. Si jamais je suis le seul à pouvoir manger des excréments de machin truc et que personne d'autre le fait, ma population d'individus croît, là pendant que les autres sont en train de végéter parce qu'ils s'entretuent pour des ressources communes. Ouais, c'est clair. Bon, alors en pratique, c'est le chiffre 120 qui a gagné, hein, je vous dis ça comme ça, voilà. Mais ce qui était intéressant, c'est quand on est face à cette problématique mathématique, c'est quel va être le plus petit chiffre que personne d'autre ne va choisir. On se dit, c'est 1 le plus petit chiffre, il faut que je prenne 1. Ouais, mais les autres, ils vont se dire 1 aussi, hein, donc là c'est je pense que les autres pensent. Donc il faut que je choisisse 2. Ouais, mais il y a un autre mec comme moi qui va faire le même truc, donc on va être plusieurs sur 2, donc il faut que je fasse 3. Et vous voyez bien que ça peut boucler comme ça jusqu'à l'infini. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur je pense qu'il pense, que je pense qu'il pense, que je pense qu'il pense, que je... Et le mental, là, il en peut plus. Il tourne à vide, il en peut plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est plus un manque de rationalité. Je ne peux pas être plus rationnel que ça. C'est à un moment donné, on arrive rationnellement aux limites du rationnel. Et c'est pas une question de manque de méthode ou de manque de rationalité. C'est que ça y est, on est aux limites, on va arriver au transrationnel, là, avec ce genre de problématique. Et pourquoi je vous raconte ça? Mais parce que c'est la même chose qui se passe dans une approche utilitariste. Mais comme on l'a déjà vu à la fin de la vidéo sur démocratie de deuxième partie, à propos du progressisme, la question c'est qui est-ce qui détermine? Est-ce qu'on se base sur un critère de bonheur, de plaisir, de félicité, etc., sur la médiane, sur la moyenne? Qui fait ça? Et ça, ce sont différents équilibres de Nash, différents intérêts généraux qui sont en fait autant de visions partielles et partiales du bien commun. Et ça, personne n'en parle. C'est-à-dire que cette espèce d'énorme vortex sémantique là, de l'intérêt général, tout le monde fait comme s'il n'y en avait qu'un seul. Et ça, c'est terrible. En fait, l'utilitarisme, ça se prétend pragmatique.
Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est efficace? Dans le cas de l'ISF, non. Du coup, c'est de la merde, que ce soit de gauche ou de droite. Basique. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Merci. Ouais. Mais efficace en soi, ça veut rien dire, c'est encore du langage hypnotique. Efficace, c'est ce qu'on appelle en hypnose la suppression de l'index de référence. Hein. Quand on dit suppression de l'index de référence, on dit il faut mieux que ceci. Bah, il faut mieux pourquoi? Si tu veux être en bonne santé, il faut mieux te couvrir quand il fait froid, oui. Mais si je veux tomber malade parce que j'ai un but et un intérêt à tomber malade, bah, il faut mieux que je sorte dehors et que je lâche les barres de métro. Donc quand on dit pas l'index de référence, c'est une forme d'hypnose. Et quand on dit efficace, c'est plus efficace. Oui, mais efficace, ça veut dire quoi efficace? Ça veut dire qui produit l'effet attendu. Quel est l'effet attendu? Et ben là, on repart encore dans l'idéologie sous-entendue, l'idéologie sous-jacente de la personne qui vous dit « moi je veux que les choses soient efficaces ». En fait, quand on a un peu nettoyé tout ça... Tu fais quoi comme métier? Nettoyeur. On en revient encore et toujours à « je vais vous imposer ma vision du point d'équilibre de nage d'une société ». Bah oui, sauf qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on n'a pas tous les mêmes stratégies, qu'on n'a pas tous les mêmes aspirations, qu'on n'a pas tous les mêmes envies, etc. Alors on fait quoi? Parce qu'effectivement, défendre le bonheur maximum pour le plus grand nombre de gens... Ça paraît logique. Alors on peut recouvrir ça, on peut le mettre loin, loin, loin dans son cerveau, le recouvrir d'une petite couche d'amnésie, hein, d'une jolie transe hypnotique d'amnésie, et continuer à faire du constructivisme ou l'utilitarisme. En oubliant simplement la violence qui est complètement inhérente à cette forme de pensée. On peut comme ça s'accrocher, résister, s'accrocher à ces modèles comme un individu plafonné en pré-rationnel ou en rationnel, qui s'accrochait à ces modèles comme ça pour fuir une forme de vide de soi qu'un examen attentif en fait de notre pensée révèle. C'est là pour offrir à ton cerveau un moment de repos et un sentiment de bonheur. Oui, c'est vrai. On a tous des biais cognitifs. Hein, des biais cognitifs impressionnants, c'est vrai. Et là, on voit qu'on ne peut pas faire de conservatisme et d'utilitarisme sans se marcher dessus, les uns les autres. Sauf si on laisse simplement les gens valider librement, réellement librement, les différentes constructions sociales qu'on leur propose. Contrairement à ce que fait ce gentil contrat social rousseauiste qu'on est censé avoir signé. Pourquoi est-ce que tu rends les choses difficiles? Signe les documents. Jamais, même si je dois en crever. Qui est, au passage, une énorme arnaque, hein, puisque c'est basé ni plus ni moins sur une double contrainte hypnotique. Hein. Nul n'est censé ignorer la loi. Index de l'autorité levé. Tu n'es pas censé être ce que tu es. Ok. Et donc en fait, ça devient la négation en fait du droit de chacun, puisque chacun n'est pas reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un ignorant de je sais pas combien de milliers de textes de loi, mais il est supposé être ce qu'il n'est pas. Donc on en arrive en fait à la négation de l'individu et donc par extension de son droit, donc on en arrive à la négation du droit de chacun, au nom d'un supposé droit collectif décidé par certains pour d'autres. Vous la voyez là, l'embrouille, l'entourloupe, là, ça va, vous commencez à bien la voir là, ouais, c'est bon. Ah la vache. Parce que dans le fond, en fait, ils ne savent rien, mais rien. C'est-à-dire que on nage sur des gens qui prétendent imposer à d'autres des trucs, alors que quand on gratte, mais il y a rien du tout. Ben oui, parce qu'en fait, on ne connaît réellement les conséquences d'un acte qu'après l'acte. Donc en fait, on nous impose un acte alors qu'on n'a pas de modèle qui permette réellement de modéliser les conséquences. En fait, on joue aux osselets, comme dirait un de mes amis. Hein. Ça rejoint vraiment la thèse de Nassim Taleb dans Le Signe Noir. C'est que les gens ont des modèles et à force d'une espèce de confusion carte-territoire entre ces modèles, ça rejoint aussi la vidéo sur la zététique, ils finissent par oublier qu'en fait ils ne savent pas et il y a une espèce de foi comme ça. Et c'est-à-dire que les modèles mentaux deviennent des espèces de gris-gris et des substituts parentaux subtils pour essayer de diminuer l'incertitude face à un monde qui nous dépasse complètement en fait. Et voilà, donc en fait, on ne connaît pas les conséquences des actes, mais on va quand même nous imposer des actes
au nom de la force de la croyance des personnes qui vont être en position de décision. Donc en fait, c'est comme si la force de la croyance générait le droit. Ça, c'est génial, parce que la base voudrait au moins qu'on utilise une espèce de principe de précaution, et c'est très très sympa, parce que chez certains, pas chez tous ceci dit, mais chez certains utilitaristes, ce principe de précaution s'applique aux autres, enfin en gros à vous, mais pas à eux et à leur thèse. C'est-à-dire que vous devez faire attention, principe de précaution, je sais pas, réchauffement climatique, machin, etc., principe de précaution. Mais eux, avec leur thèse là-dessus, non. Donc il y a vraiment, c'est vraiment une crypto-prise de pouvoir qui est en plus totalement acceptée par l'idéologie mainstream progressiste, etc. Donc vraiment, j'espère que là, cette vidéo vous aide un petit peu à voir ce qu'il y a derrière l'utilitarisme quand on gratte un petit peu. Voilà. Eh ben oui, c'est pas la force de l'émotion qui fait le droit, ça n'a jamais été la force de l'émotion qui fait le droit, la force de l'émotion ou le pouvoir, hein, je vais amalgamer ces deux notions en une pour simplifier le propos, ça n'est pas le pouvoir ou la niaque qui fait le droit, ça obéit aussi à une logique des concepts. Le problème c'est que si jamais on résume le droit à la force de l'émotion et à qui a le pouvoir, en fait ça s'appelle du positivisme juridique, c'est une des principales écoles de philosophie du droit, le positivisme juridique, ça dit juste que les gens se mettent d'accord pour déterminer ce qui est le droit. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de supérieur, il n'y a rien qui s'impose à nous, il n'y a pas de surmoi dans ce droit. Et bah très très logiquement, on en arrive à... Ah oui, on y est. Ah ça y est, on y est. On en arrive très logiquement à cautionner des camps de concentration comme étant conformes au droit. Hein. Je vous rappelle que les camps de concentration et une bonne partie des génocides étaient parfaitement légales. Eh ben oui, c'est ce qui se passe quand il n'y a pas de principe supérieur. Les gens, à un moment donné, se mettent d'accord, ils sont d'accord pour exterminer toute une partie des individus, et hop, ça passe à la casserole. Et c'est conforme au droit. Et là, on sent bien qu'il y a un problème. On voit bien qu'à un moment donné, quand on pousse les concepts à leur limite, ils arrivent droit dans le mur. Voilà. Parce qu'il manque quelque chose. On ne peut pas faire du droit uniquement avec du positivisme juridique. En fait, c'est confondre le droit avec une de ses antithèses exactes, c'est-à-dire la loi du plus fort. On en a déjà parlé dans la vidéo sur le socialisme. Mais c'est juste que, par définition, le droit, ça n'est pas la loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est la négation du droit. Si on n'utilise que le positivisme juridique, on en arrive vite à le droit, c'est la loi du plus fort. En fait, c'est confondre le droit et l'application du droit. Tout comme on pourrait confondre en physique les lois de la physique et la connaissance des lois de la physique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ignorait les lois de la physique qu'on pouvait se mettre à s'envoler. Et ben là, c'est la même chose. C'est pas parce que certaines personnes ignorent le droit que ce qu'ils font au nom de la loi du plus fort, c'est conforme au droit. C'est exactement le même genre de raisonnement. Et là, le problème, c'est que le positivisme juridique, ça n'est que la compréhension qu'ont les hommes de ces règles de droit qui permettent aux hommes de vivre en bonne intelligence. C'est comme si on disait, je sais pas moi, qu'une personne qui se fait violer sans son consentement, c'est un pléonasme, naturellement, que c'était pas un problème, et que c'était juste et que c'était pas une atteinte au droit. À l'époque où, je sais pas, de l'esclavage, où plein de gens pouvaient comme ça violer leurs esclaves sans aucun problème. Mais non, c'est que c'était déjà à l'époque le mépris et le fait de bafouer complètement l'humanité de la personne qui était violée. Simplement, la société n'avait pas encore reconnu ce fait. Ouais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les concepts autour de l'utilitarisme et du constructivisme, en fait, sont, à mon avis, de la même nature. Simplement, sociétalement, on n'a pas encore reconnu, mais toute la violence qui est inhérente à ces concepts et que je vous ai illustré et j'espère démontrer dans cette vidéo. Et oui, il y a en fait plusieurs notions du droit et de la justice. Vous avez une logique du ventre, une logique des tripes, hein, qui renvoie en fait à la vengeance, à la loi du talion, enfin n'importe qui a déjà travaillé un peu avec des enfants ou qui a des enfants en bas âge sait qu'il fonctionne intuitivement sur cette logique du ventre, de il m'a frappé, je le refrappe, etc. et sur cette loi du talion, chose que l'éducation va essayer d'apprendre à contenir un petit peu. Vous avez une logique du cœur qui est une logique à la majorité où justement si l'ensemble du corps social dit que machin, alors oui d'accord, donc dans lequel on va retrouver une forme d'utilitarisme et de constructivisme. Et vous avez une logique de la tête, une logique de la logique des concepts, une logique du logos, et c'est ce que nous allons appeler, en philosophie du droit, l'approche juste naturaliste, qui va compléter, qui va fournir justement ce surmoi qui manque à l'approche positivisme. Et ça, aujourd'hui, nos sociétés bafouent purement et simplement le droit naturel. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas être Einstein pour deviner que dans quelques siècles, eh ben, nos descendants vont regarder ça et feront peut-être l'équivalent des films, il y aura sûrement d'autres technologies, ce sera peut-être directement dans notre cerveau, je sais pas, mais feront des films comme ça et dans lesquels des gens diront « Oh mon Dieu, mais quelle violence il y avait, il bafouait le droit naturel des individus. » Voilà, à mon avis, ce serait pas mal qu'on s'y mette, un petit peu comme la justice restaurative, hein, ce sont des paradigmes comme ça de justice qui a priori ont largement fait leurs preuves, mais qui sont encore ignorés du grand public parce qu'il y a un manque d'information, parce qu'il y a encore une logique sacrificielle qui se remet en scène comme ça. Une des principales difficultés qu'on va avoir pour mettre en place, nous les humains, la justice restaurative et le respect du droit naturel, c'est de réussir à inhiber notre système 1. Ben oui, ça fait tellement longtemps qu'on est habitué à ce que ce soit le système 1 qui commande, c'est tellement ordinaire et irréfléchi de laisser le système 1 commander la justice, de vouloir Claude il paye, la loi du talion, etc., que réussir à mobiliser notre système 2, c'est vraiment pas simple sur ces sujets. Et tant qu'il y aura des gens pour croire que... Les gens normaux, on était autant, voire plus qualifiés que n'importe lequel des experts de la téloche. Eh ben, on restera vautré dans le limbisme, avec tout ce que ça implique. Mais c'est difficile hein, de réussir à inhiber le système 1, je veux dire, même pour des gens qui sont éduqués, instruits, entraînés, etc., c'est vraiment pas simple, même pour eux. Alors pour l'homme de la rue, qui n'a pas spécialement d'instruction ou de formation à ça, ça relève de l'impossible. Mais c'est vrai que oui, c'est flatteur, l'homme de la rue justement préfère entendre qu'il est capable, et justement parce que ça flatte son limbisme, enfin, je veux dire, la boucle est bouclée quoi. Alors il y a une autre idée reçue que j'entends parfois, en général ce qui est drôle c'est que les personnes qui disent ça sont souvent très très contents d'eux, comme s'ils avaient trouvé une espèce d'angle comme ça, qu'ils avaient craqué un système, ils étaient très très contents, qui est que... L'égalité des chances, pourquoi c'est une connerie? Parce que déjà l'égalité et les chances, soit c'est la chance, soit c'est l'égalité. Parce que l'égalité des chances, c'est que tu sois un lièvre ou que tu sois une tortue, tu pars de la même ligne de départ. Alors que l'égalité, ce serait dire bah non, on va forcer le lapin à courir moins vite. Alors oui, mais ça implique de voir le monde uniquement à l'échelle d'un individu. Un individu comme ça qui n'aurait pas d'histoire, qui n'aurait pas qui n'aurait pas de passé, qui ne s'inscrirait dans aucun continuum global, civilisationnel, génétique, culturel, mémétique, etc. C'est l'individu. Et là, ok, le jeu commence sur une ligne, hein, c'est la limite de la métaphore de la course. Oui, effectivement, dans une course, c'est bien que tout le monde soit égalité, etc. Enfin, ou pas d'ailleurs, on peut en discuter, mais je comprends l'idée. Mais cette idée, elle se base uniquement à partir du moment où on raisonne uniquement du point de vue du petit nombril de l'individu. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un allant de soi de notre socioculture, cette espèce d'individualisme comme ça, hors contexte, hors sol. Depuis la nuit des temps, la majeure partie des peuples se sont plus ou moins pensés, appartenant à des dynasties, à des familles, à des ordres, enfin à quelque chose qui les dépasse, justement. Et c'est justement quand l'individu ne voit plus que lui, qui se dit « Ah ben moi, j'ai besoin d'eux ». Mais il se rend pas compte, en fait, que la course, elle ne se fait pas sur une génération, c'est pas ça. Elle se fait sur N générations. C'est-à-dire que là, le mécanisme darwinien d'adaptation au milieu se fait pas à l'échelle d'une vie, il se fait à l'échelle de N vies. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement oblitéré par cet argument, alors que c'est pourtant quelque chose d'extrêmement fondamental à comprendre si on veut penser la notion d'égalité, justement, et en lien avec la dernière vidéo, cette notion de coopération, affrontement, compétition, entraide. Or, là, il y a vraiment l'idée de dire « Ah bah les mecs, ils voulaient une compétition, et puis c'est tout. » Et puis, je veux dire, c'est surtout une confusion classique, entre égalité en droit et égalité en capacité. La plupart des gens dans les médias ou dans les discours mainstream utilisent le mot égalité sans même savoir vraiment ce qu'ils veulent dire par là, ou en tout cas en changeant le sens du mot comme ça les arrange. Là on est déjà d'ailleurs au passage dans une forme de manipulation hypnotique, hein, suppression de l'index de référence. Égalité oui, mais égalité en quoi? C'est ça la question. Alors autant l'égalité en droit, moi, me semble extrêmement souhaitable pour dans un corps social qui ne remettrait pas en scène une forme de logique sacrificielle. Je veux dire, c'est l'intérêt du droit. L'intérêt du droit, c'est que si tout le monde a les mêmes droits, et du coup, c'est vachement plus compliqué de sacrifier un des membres du groupe. Hein c'est même l'intérêt du droit, en fait. Hein.
Autant l'égalité en capacité, d'une part me semble totalement chimérique, il vous a pas échappé que Dame Nature tente en permanence de faire de la stratégie mixte, ce qui fait que même quand on a le même papa et le même maman, les deux frangins, ou les trois frangins, ils sont pas forcément tous égaux, justement. Dame Nature passe son temps à produire de l'inégalité en capacité. Je veux dire, justement, l'idée c'est de faire de la stratégie mixte, histoire de voir que dans un monde qui change, qu'il y en ait certains qui puissent être plus adaptés, etc. Enfin, c'est le principe même de la théorie de l'évolution et de ce que permet justement le cerveau limbique. Parce que justement, chez les êtres qui n'ont pas de cerveau limbique, la plupart du temps, ils sont beaucoup plus homogènes au niveau biologique, ils se ressemblent tous. Et justement, ça a été une avancée au niveau biologique que de permettre cette légère création d'inégalités génétiques, de sorte à ce que, à terme, les plus adaptés survivent. Donc en fait là, on est quasiment, l'égalité en capacité, on est quasiment dans la remise en cause d'une forme j'aime pas trop le mot, mais de loi naturelle, qui a fait qu'on est arrivé jusqu'à aujourd'hui, et qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a une forme de sélection. Et étrangement, ces personnes qui sont justement pour cette égalité en capacité, en général, pour se reproduire eux, ils cherchent quand même des gens qui sont dominants à l'extérieur. Donc là, il y a une espèce de schizophrénie idéologique. On est en fait, à mon avis, dans une stratégie adaptative qui consiste à dire aux gens, faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est-à-dire, vous devez être égal, mais moi, je vais prendre le dominant. Et là, on est vraiment dans une forme de manipulation et de contrôle idéologico-hypnotique larvé dans ce qui est la notion d'égalité des droits en capacité. D'autant plus que dans la vraie vie, ce serait vraiment faisable à une seule condition. Il faudrait qu'on soit tous des clowns. En fait, l'égalité en capacité, c'est un mythe, et ça a les mêmes inconvénients que tous les autres mythes, c'est-à-dire que si tout le monde y croit, à la limite, d'accord, mais sauf que dans le réel, tout le monde y croit jamais. À l'échelle d'un petit truc de 20 ou 30 habitants, ça peut marcher, dès qu'on est sur des millions de gens, ça marche plus du tout. Et je trouve ça vraiment intéressant, parce que c'est un mythe qui raconte le refus, pour ne pas dire le déni, d'un pan entier du réel. Alors bien sûr... Oui, c'est une vision totalement fantasmée d'une réalité d'antan qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Parce qu'un monde lisse comme ça, où il n'y a rien qui dépasse, c'est une béquille pour le cerveau, mais c'est pas un objectif concevable dans le monde réel de la réalité véritable. Donc c'est une position hautement sacrificielle. À la base, je voulais parler d'une position anti-vie, mais en fait non, c'est pas vrai. Parce que c'est l'individu, lui, qui fait passer sa vie avant l'autre. Donc c'est simplement... donc en fait c'est pro-vie. C'est effectivement quelqu'un qui dit je suis pour l'égalité en capacité. En général c'est quelqu'un qui n'a pas énormément de capacité et qui veut des ressources pour lui, tout simplement. Donc en fait il roule pour lui et c'est correct. Enfin c'est correct de son point de vue. Mais du point de vue d'Hypnomachie et du mien aussi, c'est une logique totalement sacrificielle. Même si heureusement il y a quand même des gens qui se rendent compte que... L'égalité, c'est un truc assez violent en fait d'imposer l'égalité. Enfin, ça reste un grand classique d'une idéologie socialo-communisto-progressiste, en fait. A priori, même les psychopathes oublieraient leurs pulsions destructrices et se sentiraient calmés par cette espèce de rose Disney. Bon, rassurez-vous, on va aussi parler du conservatisme et d'autres idéologies dans des vidéos à venir, bien sûr. Après, oui, je trouve bien compréhensible que pour certains psychismes, le fait qu'il y ait cette espèce de compétition pour se reproduire et que chaque génération ne va pas réussir à faire des enfants, ne va pas transmettre ses gènes, ne va pas transmettre sa culture, parce qu'effectivement, il n'aura pas réussi à trouver de partenaire, etc. Oui, il y a une forme de dureté là-dedans, et je peux comprendre que cette dureté soit perçue comme trop par certains psychismes, effectivement. Et que pour ça soit tellement difficile qu'ils aient besoin de se répéter en boucle. C'est comme ça. La réalité, elle est là. Il faut l'accepter. Pour penser la chose, j'aime bien utiliser le concept biologique de néothénie. La néothénie, c'est le fait pour un organisme de conserver jusqu'à très très tard des caractères juvéniles. Bon, c'est biologique, mais ça a été repris par Lacan. Vous pouvez aller voir du côté d'Annie Robert Dufour, par exemple, si vous voulez chercher un peu ça. Mais l'être humain est un être justement fortement sujet à la néothénie parce que la plupart des individus, que des autres espèces biologiques, quand elles naissent, sur un délai très court, elles sont capables de gérer le réel directement. Là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on a énormément d'êtres humains, pour pas dire l'immense majorité en fait, qui sont obligés de créer des mythes pour se protéger du réel. En fait, justifier une approche collectiviste comme ça, par un argument utilitariste, ça revient à la fin justifie les moyens. Et la fin justifie les moyens, en fait, c'est la négation du droit, quelque part. Et d'ailleurs, comme dirait le rabbin... Mais s'il ne veut pas, il ne veut pas. Tu peux pas lui prendre de force. La fin ne justifie pas les moyens. Mais
Toute la littérature, toute la culture, c'est basé là-dessus. La fin justifie les moyens. Fin justifie les moyens. Et ben la Torah te dit non. D'un certain point de vue, en fait, on est dans une espèce de névrose sociétale. C'est-à-dire qu'une névrose, hein, vous savez, c'est quelque chose qui a permis à l'individu de survivre dans le passé, et puis du coup, il le remet dans le présent, en se disant, ah bah, si ça marchait dans le passé, bah, dans le présent, ça va forcément marcher, parce qu'il se rend pas compte que l'eau a coulé sous les ponts, que les choses ont changé. Et ça vient d'une envie du cerveau archaïque de survivre, hein. C'est un conditionnement qui dit, ça m'a permis de survivre, donc c'est bon. C'est pas absurde, mais c'est assez limité, hein, fatalement. Et donc là, cette espèce de collectivisme utilitariste, c'est une espèce de névrose sociétale, comme ça. Hein. Ça a permis de survivre. Et en biologie, on considère que le but d'un système, c'est de maintenir sa structure. Quand je dis système, c'est un système biologique, certes, mais aussi un système social, une association, un parti politique, un État, etc. Le but, c'est, au bout d'un moment, si vous voulez, c'est survivre devient, pour l'entité, pour le système, survivre devient plus important que sa mission première. Et quand il s'agit de systèmes biologiques, bah, qui sont leur propre fin en soi, l'individu, je sais pas, un chat, un chien, toi, moi, etc., ok, ça pose pas de problème, mais quand il s'agit de construits sociaux, et ben là, il y a des effets pervers absolument terribles qui peuvent arriver. C'est très bien étudié quand on parle notamment quand on a étudié les alcooliques anonymes et les dynamiques de groupe. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des effets pervers qui arrivent, simplement parce qu'il faut que le groupe continue d'exister. Même si les mecs sont tous guéris, oui, c'est à un moment donné, il faut que l'entité groupale, l'entité symbolique, continue de vivre. Et ça, c'est absolument terrible. Et pour moi, on est vraiment dans le même genre de démarche là, avec le collectivisme utilitariste, malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne serait plus nécessaire, mais il est encore pérennisé par habitude cognitive et par peur de s'assumer et de se retrouver soit dans sa propre verticalité. Parce qu'en fait, on est dans le domaine du contrôle, là, de la crispation. On n'est pas dans la maîtrise, on est dans le contrôle. Pour passer du contrôle à la maîtrise, il faut un soi, un minimum installé. C'est un des leitmotifs de mes vidéos, je sais bien. Mais quand on travaille sur le flow, par exemple, hein, vous avez plein de psys, de sportifs de haut niveau qui essaient de travailler sur cet état de flow où les choses se font comme ça, naturellement, intuitivement, facilement. Et ben ça demande d'être un minimum axé avec ses croyances, ses valeurs, en harmonie avec le monde autour, etc. Et là, on peut passer du contrôle à la maîtrise, et justement, on peut arrêter d'être dans ces logiques de crispation et de tension et de contrôle, justement. Et quand on n'est pas comme ça, ou pas beaucoup, enfin c'est pas du tout ou rien, enfin à un moment T c'est du tout ou rien, mais dans l'absolu, sur une journée, ça peut varier, hein, les moments de flow comme ça, et ben, c'est justement quand on est hors de cette verticalité, hors de ce flow, ben, qu'on va créer un maximum d'entités en fait. Et toute cette espèce d'utilitarisme est une énorme machine à antitélie basée sur la peur de qu'est-ce qui se passerait si on faisait rien. Mais en fait, il ne s'agit pas de rien faire, il s'agit de laisser faire en agissant de façon très ponctuelle, mais guidé par autre chose que la peur et la crispation. En fait. Alors bien sûr, il y en a qui pourraient dire justement que c'est une espèce de tentative de social engineering pour détruire la famille, la patrie et tout ce genre de choses. C'est un vaste sujet. A priori non, c'est pas de ce point de vue-là que je me place, mais je peux comprendre que certaines personnes l'entendent comme ça. Ce sera le thème d'une prochaine vidéo, d'une grosse vidéo. Ben voilà, j'ai pas envie de vous donner de date parce que j'ai envie de vous la faire bien, parce que c'est un gros projet. C'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Donc voilà, mais on parlera comme ça de ces différences de conditionnement en social engineering et comment ils s'affrontent entre eux. Voilà. Et ben voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si jamais elle t'a plu, interpellé, enrichi, questionné, bah tu peux mettre un petit pouce comme ça, voilà. Si jamais tu n'aimes pas que je te tutoie, ou si jamais tu as trouvé cette vidéo absolument inqualifiable, bah tu fais comme ça. Voilà, si tu as envie de venir sur la page Facebook Hypnomachie, où on publie souvent des petits billets sur l'actualité, on peut échanger davantage, voilà, bah, n'hésite pas. Et un grand merci aux partageurs en série qui partagent ces vidéos mois après mois pour aider l'équipe d'Hypnomachie à faire connaître un peu son travail. Merci aussi aux tipeurs, hein, merci beaucoup aux tipeurs. Et écoutez, salut Internet, à la prochaine fois. Hein. Vous pensez que c'est plus utile de consommer les légumes d'à côté que ceux qui viennent du bout du monde? Vous pensez que la technologie est plus utile quand elle nous rapproche que quand elle nous isole? Vous pensez qu'apprendre un métier manuel, c'est aussi utile que de former des intellectuels? Vous pensez qu'être utile à